Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avons eu quelques problèmes techniques avec la piste audio de notre invité lors de l'enregistrement de cet épisode. La qualité audio s'en trouve malheureusement altérée. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et nous vous souhaitons malgré tout une bonne écoute. Dans le podcast cette semaine, on va parler jeux de rôle avec Dédé Schütz et en prime, nous avons un invité spécial. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour la première émission jeu de rôle de cette année 2026. Et je suis en compagnie forcément de celui avec qui on se disait que ça faisait déjà 2 ans et demi quasiment qu'on faisait ces émissions mensuelles. C'est bien sûr Dédé Schütz. Salut Dédé. Salut Paul Gara et bonne année. Oui, bonne année. On peut encore dire ça, c'est pas encore la fin du mois. Oui, alors moi ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, c'est pour ça que je crois que j'ai zappé. Et en plus, entre les premières émissions de l'année où j'ai dit bonne année avait été enregistrée avant, donc tu vois c'est toujours un peu bizarre. Et ça fait 6 mois que tu dis bonne année, c'est ça? Ça fait 6 mois que je dis bonne année. Alors, à ce moment-là, en décembre, je le disais avec un peu d'enthousiasme, mais je te cache pas que depuis quelques jours, je trouve que l'année 2026 est assez mal partie. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'il neige, le reste du monde va nettement mieux puisqu'on ne parle plus que de la neige. Voilà. En fait, je ne sais pas. Neige et canicule, c'est des valeurs sûres. On a l'impression tout de suite que nos problèmes vraiment descendent de niveau quand même. Mais Dédé, pour commencer cette année 2026, il va se passer un truc de fou dans cette émission de jeu de rôle parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en compagnie de celui dont nous prononçons le nom, je ne sais pas combien de fois. Mais je pense que c'est ça. On l'a prononcé 100 fois, je crois, et il est apparu. Il est apparu. Et non, ce n'est pas Candyman, c'est Com Martin. Salut Com. Salut Com. Ouais, ça commence pareil, mais c'est pas tout à fait la même ambiance. Bah ouais, salut à vous. C'est vrai que effectivement, j'attendais patiemment le 100e appel ou le 100e jeu. C'est à peu près la même chose. Et bah non, c'est très chouette de vous rejoindre après vous avoir écouté depuis longtemps. Je suis super content d'être là, donc merci pour l'invitation. Et bah ouais. Et en plus, je pense qu'en fait, surtout, t'en avais marre de m'entendre donner les titres de tes jeux en anglais. J'avoue que ça m'a un peu interrogé. Voilà. Mais oui. Mais c'est très bien, comme ça on conquiert un marché international. Exactement, c'est le but. Hein. Nous, on est là. Nous, on est à l'international dans ce podcast, hein, de toute façon. c'est notre credo. Et ben oui, on va commencer l'émission de jeu de rôle. Alors, effectivement, t'es en notre compagnie, mais on va quand même suivre un peu notre déroulé classique. Bien sûr. Et puis ce sera comme ça l'occasion aussi de discuter un peu des news qu'on a sélectionnées avec Dédé ensemble. Et forcément, les auditeurs auditrices, sans doute, on parlera plus précisément de ton travail, d'un de tes jeux, ou plutôt un des 3 jeux que tu vas proposer très prochainement en financement participatif. Yes. Donc voilà, tu nous expliqueras tout ça plus en détail. Ouais. Mais nous allons donc commencer avec donc les news et ce qu'on a repéré avec Dédé. Et on va commencer par un projet. Alors, je fais un big up à Xavier Béret. C'est lui qui a attiré notre attention sur ce projet parce que c'est quelqu'un qui connaît, qui fait des animations JDR, je pense, pour l'heure du jeu, qui est donc le café que tient Xavier à Rennes. C'est Torte, donc c'est sur Itch.io. C'est un jeu qui s'appelle Section Recherche Artefact, un JDR d'enquête horrifique en France. Et alors j'avoue que quand il nous en a parlé, on a été regarder le descriptif et ça avait l'air assez ça avait l'air exactement même plutôt dans ce qu'on aime parce que on parlait de Cthulhu Dark, de Brindlewood Bay et il y avait vraiment une vibe un petit peu à la X-Files. J'avais l'impression en lisant le descriptif. Donc effectivement, c'est un jeu de rôle d'enquête qui est basé en France et qui s'inspire, voilà, je l'ai dit, de Cthulhu Dark. Donc je pense que ça c'est pour le système de jeu et aussi des mystères de Brindlewood Bay, qui est un jeu que nous on adore avec Dédé. Et voilà, bien sûr, il revendique les inspirations X-Files, Delta Green, Fringe. Donc vous pouvez le trouver sur Itch.io. Je pense que c'est 15 € pour l'acheter. Il a sorti même un scénario spécial de Noël, il me semble.
Ouais. Affaire Brûle-Bûche. Ouais, excellent. T'as eu l'occasion d'y jouer, toi, ou pas ? J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais ça fait très longtemps que je suis le projet, parce qu'en fait, Tourte, c'est quelqu'un que je connais un peu de loin, mais on se croise de temps en temps. J'ai même dormi chez lui il y a bien des années, donc c'est pour dire. Et ça fait longtemps en fait qu'il bosse là-dessus. Le projet a connu plusieurs incarnations, et vraiment je trouve que le résultat final est super chouette. Le système a évolué dans le bon sens et en prenant les bonnes influences, et aussi je trouve que visuellement c'est vraiment très très classe. Il a tout fait tout seul, la maquette, les illustrations, pas mal de retouches d'images et tout machin. Enfin vraiment un super boulot, parce que en plus, enfin je sais plus quelle est la longueur du bouquin au final, mais c'est vraiment un gros truc quoi. On n'est pas dans le petit jeu. Il y a plein de conseils. Il y a toute une section sur l'organisation des services de renseignement français dans la vraie vie quoi. Donc il a fait vraiment aussi un gros travail de recherche. De recherche et de documentation, ouais. Ouais, c'est ça, pour que ça reste réaliste et tout. Donc ouais, c'est très chouette. Moi, c'est vrai que une des influences majeures du jeu, qui est le jeu Delta Green, j'y ai beaucoup joué, et je suis très content qu'il y ait un peu une version à la française qui sorte quoi. Ouais, donc vraiment très bonne jeu. Bah moi je sais que j'ai eu l'occasion de jouer à Delta Green une fois, et j'avais vraiment énormément aimé, parce que je trouve que le fait d'avoir finalement de jouer dans un monde contemporain, c'est toujours quelque chose de différent en termes d'expérience, parce que forcément on se raccroche à des on n'est plus dans du fantasme en fait, on peut se enfin moi je sais que j'avais joué, ça se passait plus réaliste quoi. Voilà, t'as le réalisme, et de fait c'est des choses que t'as véritablement connues. Enfin moi j'avais joué, c'était un setup, on était début des années 2000 et genre 2006, et bah moi en 2006 j'étais jeune, enfin j'étais adulte, donc c'est pas du tout pareil que quand tu joues dans soit des époques que t'as connues enfant, ou bien comme dans des Tales from the Loop ou ce genre de choses, enfin voilà, en fonction de ton âge forcément, voilà. Mais ou des périodes que t'as pas du tout connues et que tu ne connais que par la littérature, le cinéma, ou ce qu'ont pu t'en raconter des personnes plus âgées, mais c'est pas du tout la même chose. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est assez cool d'avoir aussi des propositions qui se passent dans une réalité française en fait. Bah c'est ça, parce que là du coup non seulement au niveau de l'époque on peut situer assez facilement, et au niveau de la géographie aussi quoi. Donc c'est vraiment le pas de côté par rapport à un truc familier, ce qui est en fait le cas pour Delta Green par exemple, pour des joueurs et joueuses américains quoi. Ouais, tout à fait. C'est cool que on ait enfin aussi cette expérience là, et en plus Delta Green c'est un super jeu, sauf le système qui est quand même un peu qui est un peu daté quoi. Donc là c'est chouette d'avoir un truc très efficace de ce point de vue là aussi quoi, et du point de vue non seulement de résolution d'action et tout, mais de, comme tu disais, système d'enquête inspiré par Brindlewood Bay, ça c'est très chouette aussi, ça dépoussière bien le truc quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment un jeu auquel j'ai envie qu'on joue assez prochainement, Dédé. Voilà. Je note, ça m'intéresse bien aussi. Dans les bonnes résolutions 2026, on a joué à donc section recherche artefact. Il faut qu'on s'y mette. Et en plus, je pense que ça va aller niveau système et tout. Je pense pas que ce soit le plus compliqué. Ouais, d'après ce que j'ai vu, t'as plein de scénarios clés en main. Ouais. Oui, il y a quand même pas mal d'affaires qui sont proposées en fait sur la page Itch.io, on voit les affaires avec des petites accroches en fait pour situer un petit peu le cadre, et donc ça a l'air vraiment super cool. Dédé, je te laisse la parole maintenant. Oui, alors j'avais vu un article, alors il y avait c'est pas un article, et c'est pas encore un article, j'ai vu passer un sondage de Rollist TV qui proposait au MJ de remplir un petit formulaire. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez fait, le formulaire. Moi, je l'ai fait, ouais. Ouais, sur la charge mentale du MJ. Voilà, donc pour recueillir un peu les impressions et ce que ressentent les MJ, s'il y a vraiment ce qui ressent au niveau de la charge mentale.
pour alimenter une de leurs prochaines. Je sais plus si c'est une émission ou un billet de blog. Je crois que c'est une émission. Donc, alors, au moment où on enregistre, je crois que c'est toujours possible de faire le sondage, mais quand vous écouterez ça... Pas au moment de la diffusion, ce sera fini, mais vous pourrez normalement avoir les résultats au moment de... Mais moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme démarche parce que c'est quelque chose... souvent, on évoque souvent le fait que le AMJ, il achète plus les livres ou que c'est plutôt... il va s'investir plus dans le système et tout. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres... cause de charge mentale potentielle. Et après, je sais pas, toi, tu l'as rempli d'idées ou pas ? Oui, je l'ai fait aussi. Et moi, je me suis aperçue qu'à chaque fois, là où j'avais le plus de charge mentale, en fait, c'était sur le fait que les joueurs et joueuses, ça leur plaise, en fait. Et c'est marrant. Enfin, après, je pense oui, c'est la pression qu'on se met. Ouais. Moi aussi, c'était ça, quoi. Ouais, sans te demander si toi, t'es en train de t'amuser pendant ce temps-là, en fait. Ouais. En fait, c'est une position un peu particulière parce que t'es hyper... t'as du plaisir forcément à jouer parce que quand t'es MJ, tu joues aussi. Et en même temps, t'as pas du tout le même plaisir de jeu que les autres. Ouais. Et c'est dur. En fait, c'est dur de l'expliquer surtout à des personnes qui l'auront jamais fait. Et moi, être MJ, c'est un des trucs que je trouve le plus stressant dans le jeu. Il y a aucun autre cas de jeu de même tu vois dans les jeux de société et tout, j'ai jamais de stress comme ça avant de commencer une partie, quoi. Parce que en fait dans le jeu de rôle traditionnel, c'est beaucoup le MJ qui fait tout. Alors qui fait l'histoire. Dans les jeux, voilà, dans les jeux un peu plus neufs, genre Brindlewood Bay auquel on joue, il y a un peu moins de pression, mais souvent c'est lui qui fait l'histoire, c'est lui qui doit porter un petit peu la partie. Et quand on est en table, alors en table virtuelle ça se ressent moins, mais en table, souvent il est en bout de table et t'as 3-4 personnes qui te regardent et qui attendent de savoir ce que tu vas raconter. Et donc il y a une petite pression de ça, quoi. Ouais. C'est clair. Et c'est marrant parce qu'il y a eu, on a vu aussi un glissement par rapport à une autre époque où on disait le MJ il était un peu surpuissant. Enfin, il avait un peu une... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est plus, c'est plutôt le MJ, il est plutôt c'est plus difficile, c'est pas, moi je me sens jamais en position de puissance ou de pouvoir sur les joueurs et joueuses, quoi. Et parfois, je me suis rendu compte que tu commences et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Pourquoi je m'inflige ça? m'a pris. Ça. Ouais. Surtout là où t'as raison, les jeux traditionnels, je trouve que c'est difficile parce que t'as et les règles et le scénario. Et quand les scénarios, ils sont quand même assez tu vois, quand on avait joué au Règne de la Terreur, moi j'avais la partie des règles, il y avait la partie des règles, et vous savez comme je ne suis pas très très disciplinée, et la partie du scénario qui est de si vous faites complètement autre chose, comment je vais faire pour pas que ce soit vécu de façon autoritaire, le fait que je vous ramène dans les rails. Enfin, c'est toujours ça. Je trouvais ça assez intéressant de se questionner là-dessus. Ok, ça c'est cool. Moi, je vais parler d'un projet, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais qui m'a vraiment tout de suite tapé dans l'œil. Alors, il y avait les illustrations, le titre et le sous-titre qui m'ont fait tilt dans mon cœur. C'est Arcane Asylum qui a annoncé le financement participatif prochainement de Raven, un jeu d'enquête gothique. Alors, il y avait enquête, gothique, Raven, déjà tout ça. Et après, en plus, j'ai vu les illustrations assez splendide. L'illustration, c'est Abigail Larson qui a fait ça et qui a gagné. Ils ont fait un article où ils disent qu'elle a gagné un prix Hugo pour l'illustration. Donc si vous écoutez Capteur d'écran, j'ai parlé du prix Hugo dans le dernier Capteur d'écran. Je fais un peu d'autopromo. Ah ouais, bravo. Eh ben. C'est ma spécialité. Et oui, donc en fait, c'est un jeu qui est donc vraiment dans une ambiance gothique. Donc c'est plutôt de la littérature du 19e. Plus souvent, on va penser, on pense forcément à Edgar Allan Poe, mais on peut penser à Mary Shelley, ce genre d'ambiance sombre avec des fantômes, des malédictions, etc. Donc ça a l'air... Moi, je pense clairement que je ferai le financement. Je me suis préinscrite pour tout vous dire. Ah, je connaissais pas, mais ça a l'air hyper chouette, ouais. Ça a l'air hyper cool, donc et puis tout ce qui est un peu jeu d'enquête, c'est vrai que nous on est assez clients dans ce podcast.
Ouais, il y a des. J'ai lu un petit peu. En plus, il y a des dés avec des chats dessus. C'est le combo là. Non, je t'ai plus. Ah bah alors là, c'est fini. Là. Qu'est-ce que tu veux ? Comment voulez-vous lutter ? Non, mais il y a des systèmes. Voilà, un système de brume et de dés qui vont s'annuler les uns les autres. Et ouais, les histoires, on va tous jouer dans les personnages d'une même famille, donc on aura toujours des liens et des choses qui vont se passer au sein de la famille, des choses mystérieuses. Mais je trouve que Arcane Asylum, ils font des projets assez peut-être plus ce qu'on appellerait mainstream ou connus sur des jeux et en même temps ils proposent quand même toujours des jeux que tu vois j'avais pas des jeux plus peut-être un peu plus confidentiels. J'ai l'impression qu'ils essaient toujours quand même de faire un peu les deux. Ils ont une ligne éditoriale assez cool en général, je trouve. Pour un éditeur qui est quand même assez important, enfin assez connu, quoi, qui est assez installé en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des grosses licences, Alien, Dune, The Witcher. Ils ont des gros trucs et ils font aussi après des trucs un peu moins connus, quoi. Un peu moins connus ou peut-être ce qui permet aussi de proposer en français parce que c'est pas toujours évident de jouer en anglais. Enfin, tout le monde n'est pas. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise, quoi. Ouais, ils ont aussi Wesen qui est un peu moins dans un univers un peu moins connu, mais qui sort de l'ordinaire. Ok. Tu continues avec l'article de Silfel. Oui, alors on a repéré un article de Silfel qui s'intitule Ce que le jeu de rôle nous apporte pour nos identités queer. Elle raconte, c'est des témoignages de personnes, de personnes queer. Qui lui ont raconté ce que là, ça leur a apporté le fait d'être joueuse ou joueur de jeux de rôle. Ouais, il y avait aussi le fait que le jeu de rôle il permet aussi d'aborder des questionnements qui sont pas dans le jeu, notamment dans le jeu de société, qui ont beaucoup plus de mal à s'exprimer. Et dans le jeu de rôle, t'as cette possibilité de mettre aussi plus de toi-même et finalement d'apporter les questions et les personnages et les problématiques que toi t'as envie qui te sont importantes et qui sont importantes à ton groupe de joueuses, quoi. Alors, on va parler également d'un jeu toujours sur Itch.io. On se disait, Itch.io c'est quand même le meilleur endroit pour les jeux de rôle indés, notamment français. Enfin, il y a quand même plein de choses à trouver et à explorer. Donc c'est un jeu de Guillaume Jantet qui s'appelle Oublier jeudi et pourrir. Et justement, tu vas pouvoir sûrement nous en parler aussi, Com, parce que c'est un jeu qui s'inscrit dans le mouvement ouvroir de jeux potentiels, l'Ougepo, qui est un clin d'œil, forcément inspiré du mouvement Oulipo, qui est un mouvement littéraire. Et toi-même, tu es dans l'ouvroir de jeux potentiels, donc tu vas pouvoir nous expliquer un peu le concept avant qu'on parle un peu plus du jeu de Guillaume. Ouais, carrément. En fait, donc pour résumer rapidement, l'Ougepo, c'est un groupe de gens très chouettes qu'on a cofondé avec mon ami Milouche que vous connaissez bien ici, qui est l'autrice entre autres de Vagabonder dans les étoiles, La Griffe Noire, plein d'autres super jeux. Et vous avez sans doute remarqué qu'on aime bien faire des jeux un peu expérimentaux et jouer avec les limites de ce que c'est un jeu de rôle. Et en fait, moi je suis aussi très intéressé, j'aime beaucoup ce que fait l'Oulipo parce que eux leur principe c'est de la création sous contrainte. Avec ce postulat que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, t'imposer des contraintes pour créer, ça va pas du tout te limiter, mais au contraire, ça va t'ouvrir des possibilités parce que tu vas être, en fait, en t'imposant une contrainte, tu vas être forcé d'aller vers des endroits que tu n'avais pas prévus, quoi, et de faire des choix créatifs que tu n'avais pas prévus, et donc ça va rendre ton œuvre plus riche. Alors l'exemple le plus connu, qui est aussi peut-être le plus hardcore pour l'Oulipo, c'est un roman de Georges Perec qui s'appelle La Disparition, dans lequel il n'y a pas une seule fois la lettre E. Donc nous, voilà, sans aller jusque là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut, tu vois, quel genre de contraintes on peut trouver pour dans le domaine du jeu et en particulier du jeu de rôle. Et en fait, d'une part, on a commencé à recenser
tout un tas donc on fait des réunions comme ça de temps en temps, et puis on fait du recensement de jeux qui nous paraissent un peu appartenir à cette grande famille des créations sous contrainte. Et effectivement, il y en a un certain nombre sur Itch. Et puis, on se lance aussi des petits défis de création régulièrement. Et un des derniers en date, c'était pendant Octogone. En fait, on avait fait des cadavres exquis de jeux de rôle. C'est-à-dire chacun venait avec un début de jeu sur une feuille que ensuite tu passais à quelqu'un d'autre, qu'elle allait le continuer, etc. Idéalement, on aurait fini avec genre 6-7 jeux complets, mais évidemment, pendant Octogone, en fait, c'est pas vraiment le meilleur moment pour faire ça, surtout quand t'es derrière un stand. Donc au final, on s'est tous et toutes retrouvés avec des débuts de jeu, et c'est à cette occasion-là, en fait, que Guillaume a créé Oublier jeudi et pourrir, donc qui fait Ou je pot, hein, le titre, mais sauf qu'il l'avait pas fini. Et ça l'avait frustré, et donc il a fini par nous envoyer un message en disant en fait j'ai l'idée du jeu qui continue de me trotter en tête, donc j'en ai fait un jeu complet, et je vous préviens, je vais en profiter pour révéler l'existence de l'Oujopo à la face du monde, parce que ça fait genre 6 mois qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un site internet. Donc voilà, l'acte de naissance de ce jeu. Oui, alors donc le jeu en question, là, donc Oublier jeudi et pourrir, c'est déjà le titre est assez, comment dire, moi je trouve assez poétique. Ouais. Et c'est un jeu de rôle introspectif sur les derniers jours d'un être qui n'est pas tout à fait vivant mais pas encore mort. Et donc en fait l'idée c'est qu'on on vit nos derniers instants en tant qu'être humain parce qu'on a été mordu par un mort-vivant. Et donc on va se remémorer en fait ce qu'on a vécu ou vu avant la fin de notre existence. Donc alors par contre je sais plus si c'est solo ou pas. Je crois que c'est solo. Ouais, ça a l'air ouais. Attends, je reclique sur non, c'est à seul ou à plusieurs. Donc effectivement, on peut vraiment l'aborder de façon différente. Et donc, c'est un jeu aussi sur une page. Le jeu, donc le thème central est la mort, c'était ça un peu les contraintes. Et un jeu qui utilise un pliage, et il y a marqué Merci Com. Alors. Voilà. Eh ouais. Oui, parce qu'en fait, il avait juste fait un dessin comme ça de crâne, avec un crâne d'un côté puis un visage de l'autre. Et c'était fait exprès, bien sûr, que quand tu replies à moitié pour, tu vois, tu peux. Moi, j'ai tout de suite eu envie de replier la feuille pour refaire le visage complet, comme dans les dessins de Mad Magazine là. Et donc dans la première version du jeu qu'on avait commencé à faire à Octogone, j'avais essayé de faire un texte où quand tu replies, ça cache une partie du texte, et donc le texte des règles change. Mais bon, c'était là voilà, on parlait de contraintes hardcore tout à l'heure. Je crois qu'il n'avait pas envie d'aller jusque là, quoi. Alors on continue avec un conseil de podcast qui n'est pas capteur d'écran. Non, je vais faire un conseil de podcast dans lequel je ne suis pas, donc tu vois, c'est autorisé, ça c'est bon. Tu peux y aller, ça. Alors c'est un podcast qui va nous parler du post-apocalyptique en jeu de rôle. C'est Thomas Munier, donc l'auteur de Milvaux, et Narcimonel, qui vont nous analyser le post-apocalyptique en jeu de rôle. Ils vont analyser donc plusieurs systèmes, mais aussi comment les systèmes sont utilisés. Donc, alors, ils séparent le post-apo en 2 périodes. Le temps juste après Apocalypse, donc c'est du moment de l'Apocalypse jusqu'à 100 ans. Et au-delà de 100 ans et plus, parce qu'après, voilà, la civilisation se recrée, donc il y a vraiment deux axes dans le post-apo, quoi, et savoir dans le jeu, dans quelle catégorie il se trouve. Et dans ces 2 catégories, on fait pas la même chose. Une partie, c'est un peu plus survival, et l'autre, c'est recréer une civilisation, quoi. Donc tous ces différents thèmes sont abordés, et donc voilà, ils réfléchissent sur le post-apo et aussi sur le jeu de rôle, et qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les mécaniques de jeu de rôle qu'on va retrouver dans telle ou telle branche du post-apocalyptique, quoi. Moi, j'irai l'écouter. Très intéressant. Pas vu, ouais, je vais aller écouter ça parce que c'était pas du tout, j'avais pas du tout vu passer,
Et ça m'intéresse parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est un post-apo. Effectivement, souvent, on a une image un peu de carte, j'allais dire de carte postale, mais enfin, on a une image la première image qui te vient en tête, elle est très stéréotypée et qu'en fait, il y a beaucoup de déclinaisons différentes qui peuvent s'incarner dans le post-apo. Il n'y a pas que des zombies, quoi. Non, ni Mad Max, quoi, en fait. Course de bagnole, quand tu me dis ça, pour trouver de l'eau, quoi. Alors que bon, moi je ne ferai des kilomètres que pour des cocktails, tout le monde le sait. Ah, on te voit bien sur ta voiture, des flammes qui et qui crient Dark Stormy. Ce serait franchement. J'ai l'image. Mais écoute, depuis que j'ai poursuivi un bus scolaire en voiture, je sais pas si vous avez raconté ça. Ma fille a fait tomber son portable dans le bus scolaire. Et on s'en est rendu compte, elle venait de rentrer à la maison. Mais le portable était allumé, donc en fait, on a la localisation parce qu'elle est petite. Et donc, j'ai poursuivi pendant 1 heure, un vendredi soir, le bus scolaire en me repérant donc avec le plan, tu sais, sur le truc de localisation du téléphone. Sauf que, contrairement aux jeux vidéo, tu ne te vois pas toi-même dans cette carte. Donc, ça implique que tu connaisses bien la topographie. Écoute, j'ai eu le sentiment d'avoir fait du GTA dans la vraie vie. Et je peux te dire que j'ai commis un nombre d'infractions au code de la route assez impressionnant. Quand tout ça, j'ai récupéré le téléphone, ce qui m'a valu quand même d'être la meilleure mère du monde. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais exténuée. J'ai eu toute la pression. Donc tu peux te dire que moi, tu me mets dans une voiture, tu me dis on va faire des trucs de dingue comme dans Mad Max, c'est bon, je suis partie, quoi. Ça, c'était mon petit moment pour vous raconter cette aventure rocambolesque. Wow, ne faites incroyable. Pas ça, en fait, il ne faut pas, parce que j'aurais pu le récupérer ultérieurement au dépôt du bus. T'étais pas obligé de passer devant et de t'arrêter au milieu de la route, de le pointer avec ton flingue et tout ça. Alors, on continue. Alors, on va continuer avec 2 jeux de Anna Entropy. Alors moi, j'avoue que je connaissais pas très bien son travail. Super, j'adore. Ouais. Et alors c'est quand même, c'est assez spécial. Donc le premier, ça s'appelle Princesse à l'épée maudite. Et donc où on joue avec un jeu de tarot, mais tarot divinatoire. Ah ouais, alors attends, parce que elle a le droit au titre en français, là, ça veut dire quoi? J'allais le dire. Merde. Alors attendez. Donc, le premier, c'est Princess with a Cursed Sword. Putain, cursed, c'est super dur à dire. Attends, c'est dur, hein, c'est pour ça que je t'embêtais. Princess with a Cursed Sword. Oh, putain, faut vraiment que je fasse des progrès. Faut que j'arrête Duolingo italien, que je passe à l'anglais. Là, ça va pas du tout. Oui, donc, princesse à l'épée maudite. Et donc là aussi c'est un jeu là c'est un jeu solo pour le coup qui tient sur une seule page et qui est assez introspectif là également, et où on joue avec un jeu de tarot, mais tarot divinatoire. Donc voilà. Je sais pas si tu le connais celui-là, comme ou pas du tout. Ouais, je l'ai lu il y a longtemps. Et il est très chouette. Enfin, je sais pas si tu veux que je le présente un petit peu, mais ouais, vas-y, ouais, bien sûr. Bah, en gros, c'est un jeu en 1 page, qui est un jeu d'exploration en fait, qui est en fait, à première lecture, tu peux te dire ouais, bon, d'accord. En gros, le principe, c'est tu retournes les cartes de tarot et à chaque carte correspond, enfin, t'as des propositions de paysages ou de décors que la princesse explore. Et en fait, son but, c'est de trouver l'endroit où son épée maudite, où elle va pouvoir, en gros, planter son épée maudite et se barrer, quoi. Donc à première lecture, tu vois, ça a l'air intéressant, mais sans plus. Mais il y a, en fait, c'est difficile d'expliquer pourquoi le jeu a vraiment connu son petit succès. Mais je pense que ça tient en partie au fait que en 1 page, elle arrive à poser des trucs hyper poétiques. Il y a beaucoup de sous-entendus sur la princesse elle-même, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à tout ça, pourquoi elle est dans cette situation et tout. Rien n'est explicite, et c'est des trucs que t'es amené à te poser comme question en jeu, quoi. Et ouais, donc à la fois très succinct, tu vois, vraiment un texte qui va à l'essentiel, mais avec, je pense, les mots, tu sens qu'ils ont été tous très sous-pesés, quoi. Et alors le suivant, c'est allez, je le fais en anglais. The Hardwire. C'est que des mots compliqués à dire, c'est fou ça.
Je sais même pas très bien comment le traduire. Je sais pas si j'avais réussi à... Il n'y a pas de traduction. Je sais pas, j'avais pas trop traduit le titre d'ailleurs. Et alors, moi, ce qui m'a fait tilter aussi, c'est que c'est marqué Adults Only. Parce que c'est... j'ai compris que le contenu était quand même pas du tout destiné à un public plus jeune. Et donc... C'est assez spécial aussi la description, en fait, si vous allez regarder le descriptif sur Itch.io, puisque ça commence en fait avec... l'idée, c'est... ça va parler quand même du travail du sexe, des travailleurs et travailleuses du sexe, si j'ai bien compris. C'est une des thématiques qui est abordée dans le jeu. Je sais pas si tu le connais, celui-là. Non, celui-là, il est sorti récemment. J'ai pas encore regardé. Il s'est expliqué qu'il y a du contenu sexuel explicite. Donc je sais que tout le monde n'est pas forcément encore. Je connais plein de gens qui sont pas forcément à l'aise avec pour aller jouer. Explorer ce genre de choses dans le jeu de rôle, même si il y a quand même des propositions qui le font de plus en plus. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez intriguant, comme on dit. Même la présentation, elle est assez, je sais pas comment dire, elle est assez rude quoi. C'est âpre. Tu vois, on sent bien l'intention aussi qu'il y a peut-être derrière le jeu. Donc je pense que j'irai quand même regarder quoi. On continue avec... alors là, c'est un article ou un podcast, monsieur? Là, c'est un article. C'est un article Tolkien vs Herbert. Alors, c'est pas un combat. C'est pas un combat dans une arène. Dans une arène. Ah, dommage, parce que ça, j'aurais regardé. Mais c'est un article qui part d'une lettre que Tolkien aurait envoyé à un ami, à John Bush, en 1966, dans lequel il dit qu'il n'a pas trop aimé le Dune de Frank Herbert. Et donc voilà, dans l'article, ils essayent d'expliquer les deux visions de comment se passe le pouvoir et tout ça. Donc avec Tolkien, où c'est plutôt le pouvoir, il apporte toujours le mal, symbolisé par l'anneau unique. Et chez Herbert, le pouvoir, c'est un peu plus l'ascension du Messie Paul. Il obtient du pouvoir pour changer les choses. Et donc c'est vraiment deux visions qui s'opposent. Et ils analysent un peu ça. Ils analysent les deux œuvres, ils les mettent en rapport. C'est assez intéressant. Et pour la dernière news, oui. Toi qui... Alors, j'ai rigolé quand j'ai vu le titre. Moi j'ai vu ça. J'ai vu. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle JDR Paresseux. Et alors moi je me suis dit moi j'aime le jeu de rôle, je suis paresseux. C'est ah ouais, ça m'intéresse aussi. Voilà, c'est vraiment pour moi. Donc c'est Omnic, qui a une page aussi Itch.io, qui a créé des jeux de rôle, notamment solo, que je ne connaissais pas. Très chouette jeu. Et qui lance. Alors pour le moment, il a juste fait la vidéo de présentation, de sa page YouTube qui s'appelle JDR Paresseux, parce qu'il dit que lui aussi il est paresseux, et donc il va donner toutes ces petites astuces pour comment faire préparer des trucs en avance mais sans trop se prendre la tête, et c'est ce genre de choses. Donc j'étais bien hypé par le titre JDR Paresseux. J'avais donné une conférence sur exactement ce sujet-là il y a bien longtemps, donc ça m'intéresse beaucoup. On va parler maintenant, on a fait le tour des news. Alors, est-ce que tu t'es acheté des trucs Dédé? Est-ce que tu as reçu des jeux de rôle pour Noël? Non, pour tes étrennes? J'étais très raisonnable. Beaucoup trop raisonnable. Donc t'as pas fait de financement participatif, de trucs comme ça? Bon. Moi j'ai fait mon petit moment de craquage. Alors attends. On parlait d'Arcane Asylum, et en fait ils sortent, et moi ça a fait quasiment depuis qu'ils l'avaient annoncé que j'étais très intéressée, parce que ils sortaient en français des jeux d'un éditeur qui s'appelle Rabbit Hole.
qui sont plutôt, alors je crois il y a quelques jeux solo, mais pas tous. Je crois que certains ne le sont pas. Et en fait, il y en avait un, c'était celui-là. Je sais pas si alors les auditeurs auditrices verront rien, mais je mettrai quand même l'image dans le billet. Et donc qui s'appelle Blurred Lines, et c'est un jeu de rôle solo qui te vend l'idée, enfin en tout cas qui te propose de jouer dans un giallo. Il faut savoir que je suis une fan absolue de Dario Argento, que quand j'ai découvert son cinéma, quand j'avais 16 ans, ça m'a complètement... Enfin, je veux dire, j'en ai rêvé pendant des jours et des jours de Profondo Rosso. Enfin, ça m'a vraiment énormément marqué. Je connais la scène d'introduction de Suspiria, qui est pas un giallo pour le coup, par cœur, mais voilà. Et donc, quand j'entends ça, forcément, tu vois, je me suis dit, waouh, et bien sûr, dans un moment de comment dire, de raison qui me caractérise, j'ai acheté du coup tous les jeux qu'ils ont sortis. Parce qu'en final, c'est des petits fascicules et c'est pas ça reste. Enfin, je crois que je les ai achetés, j'en ai eu pour 60 € tous, donc c'est pas non plus. Et puis j'avais eu un bon bulletin scolaire, donc j'avais. Voilà, toute la prime de fin d'année est passée là-dedans, hein, bravo. Ouais. Donc il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle La cuisine de ma mère. Ça, j'ai trouvé ça assez cool aussi. Comme concept, il y avait aussi Mission Impossible, avec un jeu de mots sur le impossible. Ah, il est super celui-là. Voilà, c'est ça. L'espion qui faisait les poubelles. Donc en fait, on incarne des ratons laveurs ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. T'es un agent secret, sauf qu'en fait, t'es 3 ratons laveurs dans un trench coat et tu dois quand même mener la mission à bien, quoi. Je sais pas pourquoi je nous visualise tout de suite là-dedans. Il y en a un plus. Ouais, vas-y, pardon. Ouais, donc c'est des jeux où le pitch est hyper chouette, hyper efficace, mais en plus, tu sens que y a des vraies réflexions derrière, quoi. Tu vois, Mission Impossible, par exemple, tu te dis bon, ça pourrait être juste une blague, mais tu sens que l'auteur il s'est posé des questions. C'est quoi un jeu d'espionnage, qu'est-ce que je peux amener par rapport aux jeux qui existent déjà et tout. Donc ouais, très une super gamme. Chaudement recommandé. Il y a aussi The Job, donc là c'est plutôt un jeu de braquage. Et alors il y en a un, il y a Vous êtes mort, ça qui est bien sûr un hommage, un jeu qui propose de jouer dans l'univers des jeux ce qu'on appelle les Souls, donc Dark Souls et compagnie. Voilà. Où j'imagine que du coup on doit mourir souvent, ça doit être une vibe un peu livre dont vous êtes le héros, donc du Die and Retry un petit peu. Enfin, voilà, j'ai trouvé l'idée super cool, donc à un moment, quand j'aurai du temps, je le ferai. Je pourrais m'y pencher, mais bon, je commencerai par celui sur le giallo, parce que franchement, là, c'est un tel imaginaire, tu vois, qui reprend le pas. Enfin, je suis une grande fan, et même si j'ai eu un peu de mal à voir les derniers films de Dario Argento, ça m'a fait mal au cœur, parce que c'était vraiment pas très réussi. Ouais. Du coup, je pense que je crois qu'il y en a un que je me suis dit, je vais peut-être pas le regarder, j'ai pas envie d'être... je préfère rester sur mes bons souvenirs. Donc ça, c'était mes achats. Et alors, on va parler des jeux qu'on a fait. Est-ce qu'on a joué pendant... Bon, comme je suis sûre que toi, t'as joué beaucoup. Eh ben non, figure-toi, j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, à part pour tester des trucs à moi. Donc, c'est quand même du jeu, mais ça compte pas. Ça compte à moitié. Non, par contre, je peux te parler. Alors, c'est pas du jeu de rôle, mais il se trouve que j'ai deux jeux de société que j'ai achetés récemment, qui sont très cool. Je peux en parler rapidement si t'es ok. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle City of Six Moons. Oui. Alors, à vrai dire, je l'ai acheté, mais je l'ai ouvert et j'ai pas du tout eu le temps de m'y pencher pour l'instant. Mais en gros, le présupposé du jeu, c'est l'auteur, il te dit, en fait, c'est pas moi qui ai fait le jeu, c'est un jeu que des extraterrestres j'ai vu jouer m'ont fourni. Ouais. Et du coup, je vous file des pièces de jeu, il y a des cartes, il y a un livret de règles, mais il y a aucun texte, c'est que des pictogrammes, des dessins et tout. Et donc, en fait, avant même qu'il y ait de jouer au jeu, faut que tu comprennes, soit que tu inventes. Ouais. Comment y jouer, donc ça a l'air assez zinzin, quoi. Ouais, c'est le jeu de Amabel Hollande qui est sorti très récemment. Moi aussi, je l'ai reçu et j'ai commencé à jouer. Bon, après, mon chat a décidé de se coucher sur ce que j'avais commencé à. Et effectivement, voilà, c'est ça que c'est que le jeu, c'est autant le jeu auquel tu joueras peut-être à un moment que
de comprendre la règle en fait. C'est ça. De décoder la règle, ouais. C'est ça, et ça c'est un truc. C'est assez fou. Le concept est fou comme toujours chez Amabel Hollande. Bah ouais, le concept est assez dingue quoi. Et l'autre jeu, pour le coup, dans lequel je passe un peu de temps en ce moment, c'est un jeu qui s'appelle Herd. Qui est un jeu de puzzle en fait d'un créateur slovène, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Blaž Grakar. Et c'est un gars qui sort des... Il avait fait des bouquins jusqu'ici de on va appeler ça du puzzle, mais en gros l'idée c'est qu'à chaque fois t'as des t'en as un où il faut noircir des cases, t'en as un où il faut aller d'un point A à un point B, enfin des trucs assez basiques, mais toujours avec des règles, on va dire, un peu originales, et surtout avec un level design, un game design vraiment hyper, enfin il sait très très bien ce qu'il fait quoi. Et par exemple dans celui-là t'as donc en gros c'est des figurines et un bouquin dans lequel chaque page c'est des cases, une grille de cases, et tu dois amener les figurines au bon endroit, un peu comme tu sais ces jeux où tu pousses les des smart caisses. games. Ouais, c'est ça. Ou Rush Hour, enfin les trucs, les petits casse-têtes là. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, tu vois. Et donc en fait, les premiers niveaux entre guillemets, tu dis ouais, bah c'est facile et tout. Et puis il introduit des nouveaux, enfin pas des nouvelles mécaniques, mais en fait il te dit en fait depuis le début tu pouvais aussi faire ça. Et quand tu te rends compte, tu fais ah ouais d'accord et tout. Et plus ça va et plus ça se complexifie. Et en plus le bouquin est bourré de petits secrets et de petits détails sur les pages où en fait il y a des trucs, tu passes, tu te dis bon ok ça c'est juste là pour faire joli, et en fait genre 20 pages plus loin il te dit non en fait ça, ce truc là que tu vois depuis la page 1 c'est un élément de jeu et voilà ce que tu peux faire avec quoi. D'accord. Donc je trouve que le principe est hyper chouette comme ça, de découverte progressive du jeu. Ouais ça a l'air vraiment cool. Ça vend du rêve. Très 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 stylé. Moi on parlait tout à l'heure de la charge mentale des MJ. Moi j'ai trouvé rien de mieux que de commencer la campagne de Terreur sur l'Orient Express. Wow. Pour l'appel de Cthulhu. Ah ouais. Me demandez pas pourquoi. Ça m'a pris comme ça. Bon, j'ai mis du temps avant. En fait, j'ai pris la décision et on a constitué le groupe. Ça a fait déjà un bout de temps, mais on a commencé vraiment à jouer il y a quelques jours. Et c'est bien parce que la campagne commence un 1er janvier. Donc en fait, c'était très bien on commençait vraiment dans l'ambiance, quoi. Donc là, on a fait la première séance, enfin la première session, un peu que session 0, et on a commencé. Donc j'en parlerai peut-être un peu plus. Mais voilà, je me suis mis une pression de dingo. Évidemment, j'étais ultra stressée. Donc voilà. Et on va pouvoir parler. Je sais que Dédé, il attend ce moment parce qu'il... Ah, moi j'attends ça depuis le début, ça. Ouais. La résolution, enfin, de l'énigme. D'un des plus grands... du mystère de ce podcast, du plus grand mystère du podcast. Plus grand mystère du podcast ludique français. Voilà. Vampire millénaire. Chronique d'un vampire millénaire. Voilà. Ah oui, parce que j'avais acheté Chronique d'un vampire millénaire, et le jour où je décide d'y jouer, impossible de le retrouver. Et comme je l'avais emporté quelque part avec moi, je me suis dit, comme c'est un peu une de mes spécialités, d'oublier un truc à chaque fois que je voyage, c'est comme ça que j'ai oublié mon maillot de bain. Tu sais, quand tu pars et que tu le mets accroché le dernier jour, je suis partie sans. J'ai oublié tous mes sous-vêtements dans un tiroir d'hôtel aussi. J'étais ravie, je suis surtout la personne qui a dû les trouver. J'ai oublié mon livre dans l'avion, dans la petite pochette devant, enfin bon, bref. Donc, du coup, mon ami Rémi m'a gentiment offert le sien. Bon, bref, et tout, j'étais contente. Et la dernière fois... T'avais commencé à faire des petites parties, en plus, hein. Ouais, que j'ai pas terminé. Enfin, bon, parce qu'au final, j'ai un peu de mal à rentrer dans le jeu. Tout ça pour ça, tu vois. Enfin, vraiment, quelle emmerdeuse, celle-là. Eh bien, j'ai retrouvé mon exemplaire. On te l'avait pas volé, alors? Et... Incroyable. Non. Parce que je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle d'Edgar Allan Poe, La lettre volée. Eh bien, c'était un peu ce cas-là, parce que je fais du rangement dans ma bibliothèque et j'ai mes jeux de rôle comme ça en petit format qui sont d'un côté, et puis de l'autre côté, j'ai mes bouquins normaux, et puis j'ai un endroit où j'avais des jeux, un peu des livres-jeux et tout. Et là, d'un coup, je vois une tranche et je me dis, tiens, mais c'est quoi celui-là ?
Et je le prends et là je fais et ben, c'était chronique. Et donc en fait c'est juste que je l'avais pas du tout rangé au bon endroit et que comme j'étais persuadée que c'était étranger là et nulle part ailleurs, ce qui montre que je suis un petit peu bornée, ben en fait je ne l'avais pas trouvé quoi. Mais tout est bien qui j'ai finit rigolé, bien. donc après j'avais les 2 exemplaires comme ça dans les mains, je me suis sentie très très con et je vais pouvoir rendre à Rémi son exemplaire, voilà. Donc personne ne l'avait volé, je ne l'avais prêté à personne. On peut enlever le FBI de cette enquête, je pense maintenant. Je pense que vraiment c'est... Non, mais c'est la meilleure fin de campagne de Brindlewood Bay que j'ai jamais entendue. C'est ça, ouais. Mais écoute, franchement, je peux te dire qu'à la maison, ils se sont bien foutus de ma gueule. Hein. Ça les a beaucoup fait rire, hein, parce que j'aurais été capable en plus de les accuser. Tu les avais accusés à tort. Hein. Non, même pas. Je n'avais pas encore accusé mes enfants de revendre mes affaires, tu sais, pour faire de l'argent. Donc voilà, donc le mystère est résolu. J'avoue que la chute est quand même pas à la hauteur. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros build-up pour pas grand-chose. Parce que j'ai d'autres histoires mémorables, hein, un peu. Hein. Si vous êtes sage, je vous raconterai l'histoire de mon Ark Nova. Ça, c'était une histoire de dingo. Et la meilleure histoire de ma vie, c'est quand même la fois où ma mère et moi on s'est fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Et ça, je peux vous dire, celle-là, c'est un... T'étais pas en train de conduire en poursuite d'un bus Non, même pas. Mais bon, j'ai quelques histoires comme ça dans ma vie assez drôles, avec des chutes bien et tout. Il y a vraiment une dramaturgie, tu vois, climax et tout. Et là, le Chronique d'un vampire du millénaire, je trouve que c'est beaucoup. Je suis assez déçu de cette résolution. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus qu'à vous introduire chez Paul Gara pour vous voler son livre. Je crois que... Ouais. C'est ça exactement. Donc voilà, donc le grand mystère de ce podcast est résolu et maintenant on va pouvoir parler un peu plus en détail parce que oui, on n'a pas parlé dans les news de tes jeux. Et oui, parce que on attendait, parce que évidemment, on va parler des jeux que tu as proposés pour la Zine Quest, mais tu as aussi sorti d'autres jeux, toujours sur Itch. Attends, j'ai été sage cette fois-ci, depuis la dernière émission. Oh, ouais. Et parfois je me dis peut-être qu'on en loupe aussi, hein, mais je pense qu'on est quand même on est au taquet. Hein. Non, j'ai réellement été sage. Donc il y en a un qui s'appelle, je vais le dire en anglais forcément, The Soul Eater, le mange-âme. Yes. Donc là c'est un jeu de rôle solo. Tu veux nous en parler rapidement ? Ouais, en fait, ça fait un moment maintenant que je me suis lancé dans un projet, je sais pas trop où ça va aller, mais j'ai une série de jeux solo qui s'appelle Les Derniers Immortels. Et l'idée, c'est que dans chaque jeu, tu joues une créature ou un personnage immortel et t'explores un peu sa vie, comment il vit le fait d'être immortel, etc. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est à chaque fois proposer un format différent, mais aussi une façon différente de jouer par rapport au jeu solo un peu classique où tu vas juste entre guillemets, mais tirer des amorces et puis ensuite écrire dans ton journal, quoi. Et voilà, vous en aviez parlé d'un du précédent qui était la magicienne et ses 1000 cristaux, oui, avec la grille de Sudoku là. Et celui-là, le mange-âme, c'est l'idée de départ, c'est de faire un jeu de rôle un jeu de rôle solo où ce que tu produis à la fin, c'est un arbre généalogique. Ça m'est venu en jouant aux jeux vidéo, alors je me souviens plus exactement du titre, c'est The Root Trees Are Dead, je crois. Où pareil, tu recrées un arbre généalogique d'une famille au fur et à mesure. Et là, l'idée dans le mange-âme, c'est que tu vas d'abord créer le patriarche, et puis ses enfants, et puis les enfants de ses enfants, etc. Sachant que le patriarche a passé un pacte avec une créature maléfique, donc le mange-âme, qui est une espèce de démon araignée, et qu'à chaque génération, il faut qu'il y ait une personne qui soit sacrifiée. Et en échange de ce sacrifice, le reste de la famille connaît richesse et prospérité. Donc c'est vraiment le pacte faustien, mais par procuration, quoi, on va dire. Et donc l'idée, c'est ça, quoi, c'est que tu joues, tu tires des cartes. Là aussi, c'est avec du tarot. Tu tires des cartes, tu vas raconter à chaque fois du point de vue d'un des membres de la famille ce qui se passe à chaque génération. Et tes cartes de tarot, au fur et à mesure, tu vas les
tu vas les modifier. Quand il arrive des trucs pas cool, tu vas les raturer, les déchirer, les brûler, enfin vraiment les abîmer, quoi. Et puis de temps en temps, aux membres de la famille, ils vont arriver des choses très bénéfiques. Et là, tu vas, je sais pas, par exemple, coller du papier doré ou des choses comme ça, quoi. Et donc, au fur et à mesure de ta partie, tu vas faire l'arbre généalogique. Tu vas modifier ton paquet, et puis quand ton paquet est entièrement modifié, c'est la fin, quoi, en gros. D'accord. C'est ça l'idée. Ok. Et le deuxième jeu que tu as proposé là pendant le mois qui vient de s'écouler, qu'on a repéré, c'est One Winter Day in an Airport. Et alors là, c'est un jeu de rôle que tu dis inspiré par un album inachevé de Tintin, c'est ça ? Ouais, tout à fait. En fait, c'est un jeu que j'en avais sorti l'année dernière. Il y a eu une game jam de création de jeu en 36 mots. Et c'est dans cette jam que j'ai notamment créé les Surf Urban là, de Pirate Sisters, dont vous aviez parlé aussi. Et j'avais aussi créé ce jeu-là, mais je l'avais laissé un peu de côté. Puis en y jouant cet été, je me suis dit, il est cool. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une version un peu plus longue. Et c'est en fait inspiré, le titre en français, c'est Un jour d'hiver dans un aéroport. Et c'est le nom d'un album de Tintin que Hergé projetait de faire. Il en a parlé dans des interviews. Ok. Et l'idée, c'était très Oulipo, plutôt Oubapo pour le coup. Parce que l'idée, c'est que tu aurais pu ouvrir, donc ça aurait été un album de Tintin classique, 64 pages, machin et tout. Mais tu aurais pu l'ouvrir n'importe où et lire une planche. Et ensuite aller à n'importe quelle autre page, et en fait chaque planche c'est un épisode, en fait tu vois, une espèce de bref épisode d'un truc qui se passe dans cet aéroport avec tout un tas de personnages qui se croisent, qui vont vivre les trucs de leur côté et tout. Et donc en fait j'ai essayé de faire ça un peu en jeu de rôle, et l'idée c'est tu joues des personnages dans un aéroport, dans une ville d'Europe de l'Est imaginaire, très Tintin quoi, et en fait ces personnages vont se croiser ou pas, et certains vont vivre des trucs extraordinaires et d'autres des trucs très ordinaires, voire même le même personnage peut vivre l'un et l'autre. Par exemple là dans un des playtests qu'on a fait, on a raconté une scène comme ça où t'as le type qui remplit les distributeurs, tu vois, il remet les canettes et tout machin, il se dit oh là là quelle journée pourrie machin, et derrière lui il y a des ninjas en train de se battre, des kidnappings, mais lui il le voit pas du tout parce qu'il est très concentré sur sa tâche. Donc c'est un peu ça c'est un peu ça l'ambiance quoi. Et j'avoue que c'était aussi l'occasion pour moi de travailler avec un ami qui s'appelle Tony Papin, qui fait des petits fanzines et des dessins très chouettes. Et donc j'étais très content qu'il me fasse des dessins pour ce jeu. J'étais tellement content que du coup je l'ai sorti en version imprimée. Et voilà. Ok, cool. On va parler aussi donc des projets à venir. Ouais. Donc quand je t'avais interviewé pour le podcast, on avait beaucoup parlé aussi de la Zine Quest. Ouais. Qui est donc je vais essayer de résumer et tu me corriges si je fais des choses. En fait, c'est une sorte d'événement sur Kickstarter au mois de février, pendant lequel on a beaucoup de jeux de rôle en financement participatif. Toi, ça fait plusieurs années que tu le fais. Et là, tu proposes un nouveau projet. Donc, c'est un bundle de 3 jeux, c'est ça, que tu as proposé dans le cadre de la Zine Quest ? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, maintenant, c'est vrai que c'est plus que sur Kickstarter. En l'occurrence, moi je participe à l'équivalent sur Backer Kids qui s'appelle Zinetopia. D'accord. Mais c'est exactement le même principe, hein. C'est un mois où les gens proposent des zines divers et variés. Et c'est vrai que en fait ça fait un moment que j'avais en tête comme ça de recommencer à faire des petits jeux. Et à la fois faire des nouveaux petits jeux et puis sortir en version imprimée des jeux, voilà, parmi les dizaines que j'ai créés déjà. Et j'avais déjà fait ça il y a 2 ans avec la trilogie de la vie. Et là, donc c'est la trilogie du punk. Donc vraiment, tu vois, pour revenir à l'esprit d'usine vraiment d'origine, quoi, c'est-à-dire un truc un peu do it yourself, où si le truc il est un peu bancal, c'est pas grave, un esprit voilà un peu comme ça, quoi.
Et donc effectivement avec 3 jeux, donc celui dont j'imagine peut-être on va parler un peu plus en détail qui s'appelle X and the Punks. Ouais, auquel on a pu jouer. Ouais, voilà, donc je peut-être je le laisse de côté pour l'instant. Et les 2 autres jeux, il y en a un qui s'appelle On était punk, qui est un jeu que j'ai fait avec Lisa Banana. Alors celui-là il est assez expérimental pour le coup parce que ça commence en solo où tu joues quelqu'un qui en fait trouve des affaires qui appartiennent à un ancien punk et tu vas essayer de te demander un peu c'était qui cette personne, pourquoi ces affaires elles sont là, etc. Dans un deuxième temps tu vas faire une partie en groupe mais plutôt par écrit où en fait tu rentres en contact, ton personnage rentre en contact avec d'autres gens, genre par un groupe Facebook ou Reddit ou je sais pas quoi, qui disent nous aussi on a trouvé des affaires qui appartenaient à un autre membre du groupe, etc. Et donc tu recrées vraiment l'histoire du groupe de punk ensemble, quoi. Et également du fanzine dans lequel ce groupe de punk a été interviewé, a eu plusieurs articles, donc un fanzine qui s'appelle Ta mère est une punk. Et tu vas vraiment imaginer, inventer un fanzine avec, c'est pas obligatoire dans le jeu, mais avec nous l'envie qu'on avait en fait, c'est que les gens se mettent à faire leur propre fanzine derrière, quoi. Et en fait, Lisa, pour faire la maquette du jeu, elle est vraiment allée chercher dans des anciens fanzines de punk français. Des années 70-80, elle a tout découpé à la main et tout, donc vraiment un super boulot, quoi. Et le 3e jeu, c'est un jeu dont vous avez déjà parlé sur cette antenne, puisqu'il s'agit bien sûr de Sex Violence Caca 3, Rébellion sur la planète Étron. Voilà, donc je vais pas re-rentrer dans le détail, mais vous serez content de savoir que le jeu est en cours d'impression. Donc je devrais recevoir 100 rouleaux de papier toilette chez moi prochainement, parce que c'était le minimum pour la commande. Donc voilà, je n'ai pas encore dit à ma compagne que ce serait autant de rouleaux. Il va falloir que je les cache dans la cave assez rapidement quand ils arriveront. Les cache pas dans les toilettes, hein, parce que non, faut pas que je me gourre. Mais tu vois, celui-là typiquement, ça a commencé vraiment comme une grosse blague, ce jeu, et à un moment je me suis dit je vais aller jusqu'au bout du truc. Et j'aimais bien, tu vois, on parlait de création sous contrainte tout à l'heure. J'avoue que le fait de se dire, ok, qu'est-ce que je peux proposer comme format vraiment inédit, et en fait, c'est con, mais imprimé sur papier toilette, j'ai dû aller chercher un imprimeur, j'ai dû, bosser avec lui. Je lui dis alors pour imprimer du texte, c'est ok, ouais, machin et tout. Donc voilà, je pense que je vais me faire un t-shirt avec mon slogan, tu vois, qui est de dire je fais des choses débiles mais je les fais sérieusement, quoi. C'est un peu ça l'idée derrière celui-là, quoi. Et puis donc X and the Punks qui est un peu plus sérieux quand même pour le coup. Et auquel on a eu le plaisir de jouer, donc avec Dédé, Mad et Elodie bien sûr. Donc X and the Punks, donc on incarne en fait un groupe de punk, de musique. De punk, forcément. Punk et sorcière, quoi. Ouais, c'est ça. Et sorcière, forcément. Ouais, voilà. C'est pas forcément que de musique, en fait. Nous, on a joué ce cadre-là, mais il y a 3 autres cadres. Ouais. Mais c'est un hack de ton projet X and the City aussi, parce qu'on en avait parlé de ça. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un peu la version plus immédiate. Comment dire, plus immédiate, plus énervée, plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc X and the City, sur lequel je continue de travailler, ça devrait être mon gros projet de l'année prochaine, si tout va bien. Et à un moment, j'en avais marre que ça avance pas. Et j'ai une idée de système de jeu avec des pièces de monnaie. Puis les 2 trucs ont fait boum dans ma tête, quoi. Et ça a pas fait des chocs à pic, mais ça a fait X and the Punks, quoi. Et d'ailleurs, tu dis qu'on peut... Alors, effectivement, c'est un système avec... On va faire de la résolution avec des pièces de monnaie, mais tu dis qu'on peut utiliser des capsules de bière. C'est ce que tu nous as dit quand on a... Ouais. En fait, j'aurais bien aimé... En fait, le problème de la capsule de bière, parce que tu vois, là aussi, sérieusement, j'ai testé chez moi. Comme ça, je lançais des capsules de bière sur la table. Et en fait, la pièce, quand tu la lances, c'est vraiment pile ou face. Enfin, normalement, tu peux pas trop prévoir. La capsule de bière, il suffit qu'elle soit un peu tordue, il suffit qu'elle soit un peu, tu vois, sur les dents et tout. Ça retombe quand même un peu trop souvent du même côté. Ouais. Et donc, ça marchait moins bien. Et vraiment, j'étais très déçu parce que thématiquement, ça marchait beaucoup mieux. Mais voilà, à un moment, il faut
se rendre à l'évidence, quoi. Donc c'est un jeu qui va mêler magie et punk, comme tu l'as dit. Donc effectivement, nous, on a joué dans un setup où on était un groupe de musiciennes, mais c'est pas le seul setup possible. Ouais. C'est quoi les autres setups que tu proposes ? Il y a trois autres setups, donc tu peux jouer. C'est vrai que le cadre avec les musiciennes, c'est un peu la base parce que c'est celui en plus vers lequel on va pencher assez naturellement. Mais tu peux aussi jouer un gang de tagueuses. Donc là, elles font des tags magiques, du street art magique. On avait vu un truc comme ça, Dédé, tu te rappelles ? Ouais, j'avais vu un jeu de rôle à grandeur nature. Un GN ? Ah oui. Ouais, où tu dois aller taguer dans des squats, enfin dans des lieux inhabités pour faire de la magie, pareil. Ah oui, bah j'ai rien à... De toute façon, j'ai tout piqué. Non, mais voilà, c'était pas l'idée, c'était dire, voilà, si vous avez aimé ça, bah voilà, ça peut vous plaire. Non, mais bien sûr. Ouais, un autre setup, tu peux jouer des héroïnes à bord d'un vaisseau interstellaire. J'ai fait un actual play d'ailleurs avec les amis de 2D6 plus cool avec ce cadre-là. Et puis le dernier, c'est un truc un peu à la Conan, Sonia la Rouge, etc. Puisque tu joues des sorcières dans un monde vraiment de barbares, donc c'est de la magie un peu plus brute, on va dire. Et justement, dans ce monde-là, puisqu'en fait, dans chaque cadre, t'as un grand méchant à qui tu vas devoir botter le cul, quoi. Et en fait, le grand méchant est toujours une incarnation soit du patriarcat, soit du capitalisme, soit des deux. Et donc, par exemple, dans ce cadre-là à la Conan, le grand méchant, c'est un roi barbare qui a décrété que la magie, c'était un truc pas naturel et que donc toutes les sorcières devaient être tuées. Voilà, donc on voit bien les parallèles que ça peut amener, quoi. C'est un jeu sans MJ. Ouais. Donc ça veut dire... Alors c'est vrai que nous, quand on a joué avec toi, et donc on avait un peu tendance, je pense par moment, à moins être un peu dans un entre-deux. Ouais, on s'accrochait, quoi. Ouais, je pense que on sentait qu'il y avait des moments où on s'accrochait un peu à toi, parce que forcément, inconsciemment, pour nous, c'était comme si c'était ton... Bah oui, non, c'est normal. Bien sûr. Voilà. Et c'est un jeu qui est avec des règles assez simples à prendre en main, enfin comme souvent dans les propositions, où on va en fait enchaîner un peu des séries de scènes il faut qu'on ait des sortes de péripéties. Et moi, ça m'avait un peu rappelé dans Aventure à Plume, t'avais un peu cette idée-là d'une... on a un certain nombre de scènes imposées avant de pouvoir arriver à la toute fin. Ouais, c'est ça. J'aime bien cette idée en fait que déjà jeu sans MJ, ça me paraissait je pouvais pas faire autrement. Plus si punk. tu fais un jeu sur le punk, voilà quoi. Il y a que des trois, ni Dieu ni maître. C'est ça. Des trois, il y a que Sex Violence Caca où il y a un MJ, mais parce que le MJ c'est l'adversaire que tu dois buter, donc du coup forcément là ça fonctionnait. Mais oui, sinon j'aime bien cette idée que les joueurs et les joueuses sont en contrôle du rythme. Du récit, tu vois, dans l'hôtel du Lion Rouge, par exemple, dont on avait parlé aussi, c'est un rythme qui est, on va dire, temporel, c'est-à-dire tu dis, on arrête à telle heure et c'est nous qui décidons en fait si on dépasse ou pas. Et là, effectivement, c'est un rythme plus narratif, puisque tu as un nombre minimum de péripéties que tu dois faire, mais en fait, après, rien ne t'empêche d'en faire plus. Si tu t'amuses, si tu as envie de prolonger la partie, ou alors tu dis non, là c'est bien, au bout de 20 minutes, on peut, parce qu'en plus les péripéties tu les amènes quand tu veux, donc tu peux très bien les enchaîner 5 péripéties en un quart d'heure, ou alors tu dis non, en fait nous on a envie de faire des scènes où nos personnages discutent, font des trucs et tout. Oui. Et je trouve ça assez cool. C'est vrai que dans les, tu vois, on parlait de jeux de rôle tradi un peu plus tôt, et c'est vrai que dans le jeu de rôle tradi, un truc que les joueurs maîtrisent pas, enfin n'ont pas le contrôle, c'est sur le rythme de la partie, alors que c'est normal, des fois t'as envie que des trucs aillent un peu plus vite, d'autres fois t'as envie de t'y attarder, et c'est dommage que je trouve qu'il n'y ait pas plus de jeux qui te permettent de faire ça, quoi. Et après dans les autres, on le disait, il y a les péripéties, et après t'as quand même cet affrontement final avec le grand méchant, quoi. Ouais. Qu'à un moment
ça fait très on en reparlait avec Mad et elle disait ça, il y a un petit côté très jeu vidéo en fait avec le boss de fin, enfin ouais complètement, on a presque l'impression d'être dans, tu vois, on a l'impression d'être dans presque dans un Mario où tu vas à la fin taper Bowser quoi. Ouais, bah c'est vrai que tu vois, c'est marrant. C'est vraiment là en t'entendant en parler que je me rends compte qu'il y a un côté très Scott Pilgrim aussi. Tu vois, avec les pièces de monnaie plus le boss final à la fin. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi, ouais. Et toi, je me disais aussi, est-ce que alors il y avait un truc qu'on nous on avait trouvé un peu difficile, on en a reparlé entre nous, c'était parce qu'on décide nous-mêmes un peu de la réussite de nos sorts, en fait. On a une sorte d'auto-évaluation. Ça, j'avoue. Alors après, parce que aussi peut-être c'est la première partie et on n'avait pas lu nous-mêmes les règles et tout. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est pas du tout évident à aborder quand on démarre, quoi. Ouais, bah c'est vrai que ça, oui, je pense que c'est pas forcément évident. Après, l'idée, bah là, ça vient de Ex and the City où il y a un peu cette idée aussi. En fait. Quand j'ai commencé à bosser sur des jeux avec de la magie, j'avais pas envie de faire un truc avec une liste de sorts ou des écoles de magie et tout machin parce que je trouvais ça trop restrictif, trop chiant à faire quoi. Et du coup je me suis dit bah en plus là tu joues des personnages badass donc forcément quand elles lancent un sort elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent quoi. Donc c'est vraiment tu dis bah moi j'ai envie que mon sort il fasse ça et ça va forcément marcher. La question qu'on va se poser c'est quelles vont être les retombées imprévues quoi on va dire. Et en gros l'idée là dans Ex and the Punks c'est que tu vas acheter non pas la puissance de ton sort mais on va dire que tu vas acheter ses effets. Et en gros les deux effets c'est est-ce que le sort que je lance fait ce que je veux qu'il fasse et est-ce que le sort que je lance je le lance sur la cible que j'avais voulu quoi. Et t'es pas obligé d'acheter les effets, c'est juste si tu les achètes pas, bah ça peut partir dans des directions imprévues quoi. Et c'est vrai que ouais, du coup il y a un petit tableau de différents coups à avoir en tête. Je pense qu'en plus on a joué en ligne, donc c'est moins évident aussi. Oui. Mais je pense qu'on aurait eu vraiment les pièces. Enfin, on aurait été tous ensemble, ça aurait été sûrement plus facile de s'en emparer collégialement. Après, j'assume le fait que c'est un jeu qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs et aux joueuses, tu vois, de dire bah en fait l'histoire vous la menez là où vous voulez, la réussite de vos actions c'est quand même un petit peu aussi entre vos mains. Oui, c'est à votre discrétion, ouais. C'est à votre discrétion. Donc, en fait, c'est vrai que pareil, tu vois, à partir du moment où je me suis dit, ok, je fais un jeu dans l'esprit punk, un des trucs que j'avais envie un petit peu de recréer, c'est cette idée un peu d'autogestion quoi. C'est vraiment vous êtes un groupe bah en fait débrouillez-vous maintenant pour que ça fonctionne. C'est vrai que le format m'a empêché de donner tu vois d'accompagner le jeu de plein de conseils etc. Mais ouais c'était ça l'idée derrière ce principe. Bah, je sais pas si l'idée tu voulais rajouter quelque chose toi de ton côté. Non mais moi c'est surtout pour rebondir là-dessus. Moi ce que j'ai trouvé le plus difficile c'est il y a pas de MJ mais il y a quand même une adversité forte avec ce boss et de dire de jouer l'adversité. Alors on a bien réussi, il y avait toujours quelqu'un qui trouvait une idée pour un peu jouer cette adversité, donc ça tournait un petit peu, mais c'est en fait moi c'est ce que j'ai trouvé le plus dur à faire, de gérer une adversité et d'aller un peu contre les autres dans le truc. Après c'est un problème d'habitude, je pense aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que clairement c'est pas le jeu dans lequel te lancer en premier si t'as pas trop l'habitude du jeu sans MJ. C'est quand même un jeu qui te demande d'être capable de rebondir, d'amener ta propre adversité, enfin en tout cas l'adversité au groupe quoi. Donc ouais clairement c'est pas du tout et ça me pose pas de problème le fait que ce soit pas un jeu pour tout le monde. Mais après c'est vrai qu'après il y a le côté un peu tout est permis quoi, qui est de fait, enfin c'est le revers de la médaille, le revers de la pièce presque hein. Il y a un côté tout est permis dans le jeu puisque comme tu le disais il n'y a pas de sort qui nous est interdit en fait, donc
c'est vraiment la limite, c'est notre imagination et de comment on a envie de se servir de la magie dans le jeu, quoi. Oui, c'est sûr que c'est plus ouvert que d'avoir une liste de sorts. Et ça s'adapte plus à tout, à toutes les situations, parce que bon, après, une boule de feu, ça s'adapte à toutes les situations. Mais tu sais que moi, je sais que c'est marrant parce que tu vois, la magie dans les jeux plus classiques, moi, je joue jamais ou très rarement magicien ou magicienne, justement parce que j'ai toujours l'impression que ça va être que c'est très très contraignant de jouer. C'est plus contraignant que de jouer le barbare, pas le guerrier, tu vois, ou le paladin. Et parce que t'as cette liste de sorts, t'as les slots, t'as le fait que alors je pense forcément à Donjons et Dragons. Il faut que tes sorts ils seraient. Et c'est vrai que là, au moins tu vas jouer magie, mais sans toutes les contraintes que t'as dans les jeux de rôle traditionnels sur la magie qui font que même parfois je trouve ça presque anxiogène dans les jeux comme. On avait joué à Donjons et Dragons et je me souviens que on avait fini par ne pas du tout respecter les règles des dés, je crois. En fait, j'ai l'impression que les jeux, notamment de fantasy où il y a de la magie, ils ont peur de te laisser jouer le personnage qui te promettent de jouer, c'est-à-dire ah ouais mais non attends parce que s'il peut faire de la magie il va être trop puissant, il va casser le scénar, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu limiter? Alors on va faire des niveaux de magie et à chaque niveau effectivement tu peux mémoriser qu'un seul sort, enfin tu sais c'est un peu le truc on dit ok t'es magicien, tu fais trop bien, alors mais oui attends tu peux pas faire n'importe quoi non plus, c'est comme si le barbare on lui disait ou le guerrier, tu vois, on lui dit ok t'es un guerrier, tu peux taper contre qui tu veux, par contre tu commences avec un cure-dent et si tu tapes plus de 5 minutes t'es fatigué, tu dois aller faire une sieste, enfin tu vois personne pensera à faire ça quoi, donc pourquoi les magiciens on leur fait ça Ouais, c'est pas ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a un truc qui est un peu et je pense que c'est l'idée que sinon le magicien est trop puissant, en fait c'est un personnage déséquilibré, c'est ça, ouais. Comment tu les as quand t'as décidé de participer à ce mois donc qui n'est pas la Zine Quest mais qui est donc t'as dit la Zine Mania, Zintopia, putain, j'étais pas loin. Comment tu choisis les 3 jeux que tu vas mettre, en fait c'est une évidence pour toi ou à ce moment-là ou pas en fait oui et non. Pour ne rien cacher, j'ai un dossier dans lequel j'ai plusieurs thèmes. En fait, ma première idée, une fois que j'avais fait la trilogie de la vie qui s'est faite un peu comme ça, sans trop l'avoir prévu, et je me suis dit je vais faire la trilogie de la mort. Et donc j'ai 3 jeux qui parlent de la mort, j'aurais pu sortir ça en fait, et puis j'avais une autre trilogie, c'était une trilogie du what the fuck, dans lequel j'aurais pu mettre Section Caca, mais bon mais ouais, trilogie de jeux bizarres quoi, expérimentaux et tout. Et en fait non, là ce qui s'est passé c'est que X and the Punks il était pas du tout prévu pour souvent c'est comme ça que ça passe quoi, c'est-à-dire que je sors le jeu, il y a Nimaël qui me contacte en me disant franchement il est très chouette, si tu veux je fais la maquette, parce qu'à la base il était sorti sans maquette, donc voilà il m'a fait une super maquette, vraiment le résultat est hyper stylé, et puis il me dit en fait si tu veux je peux aussi l'imprimer à la maison parce que j'ai une technique d'impression, alors il m'a expliqué, j'ai pas trop compris, mais il me dit ouais voilà on va faire ça, je pourrais faire ça avec des pages fluo et tout machin. Et en fait moi souvent il suffit qu'on me propose un truc stylé, je dis ouais ok on y va quoi. Et à partir du moment où je me suis dit ok on va imprimer le jeu, donc du coup je me suis dit il faut trouver 2 autres jeux qui se tournent autour des mêmes thématiques dans ma ludographie. Et en fait l'avantage c'est que j'ai beaucoup de jeux dans lesquels piocher, donc en fait c'est ça quoi, à la limite j'en aurais écrit un nouveau, tu vois, s'il en avait manqué un, mais c'est comme ça que ça s'est fait, ouais. Et t'as toujours du plaisir à faire ce rendez-vous annuel en fait c'est c'est toujours du plaisir, et puis des trucs plus relous. C'est vrai que là aussi pourquoi j'avais envie de revenir à un truc plus simple, c'est aussi que je sors d'une campagne de financement donc l'année dernière qui était l'hôtel du Lion Rouge, donc qui est vraiment tu vois un truc plus luxueux entre guillemets, avec des cartes dans une boîte et tout, enfin un format que j'avais jamais fait avant. Et qui a été à la fois là aussi un plaisir intéressant et tout, mais aussi compliqué, notamment en termes d'expédition.
Là, je me suis dit, les 3 trucs, je les mets dans une enveloppe, ça va pas prendre beaucoup de place, ça va être moins compliqué à bien des égards, quoi. Donc, après, ce qui est chouette, c'est que voilà, c'est toujours un rendez-vous, maintenant, j'ai l'impression que, en fait, de campagne en campagne, tu vois les mêmes noms qui reviennent, tu te dis, c'est cool, tu te sens un peu... tu sens que y a des gens qui te suivent, qui aiment ce qu'ils te font, ce que tu fais et tout, et ce qui est jamais évident quand tu fais les trucs dans ton coin. Et puis c'est aussi l'occasion, tu vois, les jeux que je sors sur Itch, je le fais d'abord pour moi, pour tester des trucs et tout, mais clairement, je sais bien qu'ils vont pas avoir le même retentissement que des jeux que tu vas sortir via un full lancement, en version imprimée et tout. Donc, typiquement, tu vois, le jeu qu'on a fait avec Lisa, moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, et je trouvais ça dommage que juste il reste comme ça sur un coin d'internet. C'est une manière de le mettre plus en avant aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est aussi donner de la visibilité à des projets parce qu'ils sont plus expérimentaux, plus indé au sens, vraiment dans la veine indé pure, qui forcément ne peuvent pas, ne vont pas aller par eux-mêmes ou vers un public plus large. Oui, effectivement, peut-être que l'hôtel du Lion Rouge, il était plus, la boîte, tout ce qu'il y avait autour, le jeu, et puis peut-être c'est aussi plus, même par son thème, plus facile d'accès pour des personnes plus, qui connaissent moins le jeu indé, en fait. C'est ça. Moi, ça m'intéresse aussi de faire différents jeux et différents produits pour différents publics. Et c'est vrai que je le disais un peu en décollant tout à l'heure, mais c'est vrai que moi j'aime pas me répéter, et j'ai toujours envie de faire des trucs nouveaux, quoi, et que les trucs se suivent pas. Donc tu vois, là, en gros, je sors l'hôtel du Lion Rouge, les gens vont se dire ok, d'accord, alors que par exemple j'ai un autre jeu sous forme de carte dans les tuyaux, donc j'aurais pu pousser celui-là, mais je me suis dit non, je vais faire totalement l'inverse. Pour prendre le truc à contre-pied, et après la trilogie du punk, je vais aussi faire quelque chose de complètement différent. Enfin, j'aime bien un peu, voilà. Ouais, et après il y a peut-être aussi l'idée d'un effet d'aspiration, parce que les gens vont te connaître par un projet, et tu vois, il y a aussi ça, cette idée-là, ça donne aussi cette possibilité de naviguer après pour les gens qui vont te suivre entre plusieurs projets, et peut-être de s'intéresser à des jeux plus expérimentaux vers lesquels tu vas pas naturellement quand tu connais pas encore ton travail, quoi. Enfin, on connaît pas encore ton travail. Ouais, complètement. Après, j'ai aussi ce gros avantage que c'est pas du tout mon taf. J'ai un boulot alimentaire par ailleurs, donc je peux me permettre de prendre ces risques-là et de faire ça pour le plaisir. Moi, mon but, c'est que chaque année, en gros, je perde pas d'argent avec mes projets. Au-delà de ça, c'est que du bonus. Parce que voilà, sinon, comment dire, d'un point de vue commercial, c'est vraiment du suicide, ce que je fais, de dire. Alors il y a un jeu qui marche, mais en fait je vais faire complètement autre chose. Et puis là, je vais imprimer un jeu sur du PQ juste parce que je trouve ça rigolo. Enfin, vraiment, si vous écoutez ce podcast et que vous souhaitez faire des jeux, non, ne faites pas ça. C'est pas du tout une bonne idée. Tu disais que maintenant ton prochain projet serait très différent. Tu peux nous parler d'autres projets encore que tu as? Il y en avait un dont tu voulais parler, justement, on en avait discuté un peu en off. Ouais, tout à fait. Ça va être une année effectivement un peu chargée. Alors il est pas impossible que je sorte un kit de démo pour Ex and the City vers la fin de l'année. Mais ça voilà, c'est encore un peu dans le flou. Par contre, ce qui est certain, c'est que après la trilogie du punk, donc où le financement ça va être sur le mois de février, je vais faire un deuxième financement participatif sur le mois de mai, toujours sur BackerKit. Et donc là, c'est un truc qui a vraiment rien à voir, puisque ça va s'appeler Une semaine avec Grenouille et Lapin. Et c'est un jeu pour 2 ou 3 personnes, un jeu de rôle, où l'idée, c'est que ça recrée une ambiance très livre pour enfants, avec donc 2 personnages, Grenouille et Lapin, qui sont des animaux anthropomorphes, et qui vivent dans une vallée avec d'autres animaux.
Et en fait, tu vas raconter, alors c'est pas vraiment leurs aventures, mais tu racontes des petites histoires qui leur arrivent, et ça va être à la fois un peu tendre, avec une petite touche d'humour. Donc voilà, ils vont à la pêche, ils invitent des amis pour le thé, ils pensent qu'il y a un fantôme chez eux, mais en fait non, un peu ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'on pourrait faire un crossover avec le blaireau et le coyote? Tout à fait. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me dire est-ce qu'on peut faire un crossover avec Sex Violence Caca. J'aurais dit ouais, alors là peut-être pas, mais Moi j'allais demander à Dédé s'il veut faire grenouille ou lapin. Parce que là je pense que c'est un jeu pour nous là. Ouais, Grenouille, c'est le personnage un peu qui pense toujours aux autres. Il a toujours un peu peur que les gens se fassent mal, et puis il leur a préparé des gâteaux et du thé au cas où et tout. Il aime pas trop prendre de risques, et Lapin, c'est tout l'inverse, quoi. Il réfléchit pas, il fonce, il va créer des catastrophes. C'est moi ça. Ouais, mais je pense qu'on est d'accord que moi je suis Grenouille. Alors. Je crois que je suis Lapin, putain. Voilà. Voilà. Et l'idée, donc, c'est que ce sera un tout petit bouquin. Idéalement, j'aimerais bien, si ça marche bien, que lui donner vraiment un look, tu vois, de livre pour enfants, avec une couverture rigide, un truc un peu joli. Il est complètement illustré par François Maumont, qui est un illustrateur de livres pour enfants, et qui a aussi illustré des pages dans Aventure à Plume. Et l'idée, c'est que donc dans le bouquin de base, on va dire, tu auras 7 aventures, et à chaque fois, c'est des petits scénarios qui jouent en 30-45 minutes, et qui sont entièrement sans mécanique. Mon idée, c'était vraiment que tu peux mettre le bouquin dans ta poche, et puis tu le sors comme ça à l'occasion, et tu joues dans n'importe quelle circonstance, quoi. Bah, et là, c'est en mai, tu dis que tu feras le film. Ouais, c'est en mai. Normalement, je mettrai le jeu en version numérique dispo gratuitement sur Itch un peu avant, donc probablement en mars-avril. Donc je vous signalerai à ce moment-là, et en mai pour la version imprimée. Ouais. Je sais pas s'il y a autre chose que tu voulais dire. On a fait le tour. Non, après non, je réfléchis. En fait, bon, ça, je pense que c'est pas la peine de le mentionner, parce que j'ai un de mes jeux qui va sortir chez un éditeur, mais en anglais uniquement, donc je suis pas sûr que ce soit très utile de le dire à l'antenne. Tu nous diras quand, puis on le dira juste. Ouais. Pour que je puisse dire le titre en anglais. Avec plaisir. Ouais, bah après, bon, voilà, donc Grenouille et Lapin, ça c'est sûr et certain. Et après, bon, je suis à peu près sûr qu'il y aura des trucs imprévus qui vont se passer. J'ai un projet de jeu avec mon camarade Florian Ingels. On va écrire un jeu qui s'appelle 1 milliard de lions contre le soleil, où il faudra coller des stickers de lions sur un soleil. Donc ça, je sais pas quand est-ce qu'on va le sortir, mais on est en train d'y travailler. Et puis, il y a je te parlais tout à l'heure d'une jam de création en 36 mots qui s'est passé l'année dernière. Donc, j'ai fait 36 jeux en 36 mots. Et puis là, fin décembre, le type qui a lancé la jam dit alors, en 2026, je relance la jam, mais cette fois-ci, ce sera 48 mots. Et moi, je me dis putain, merde, je vais être obligé de faire 48 jeux, quoi. Ça fait chier. J'ai déjà une dizaine d'idées, donc écoute, c'est bien parti. Ah là là. Voilà. Je vais lui dire qu'il fasse des jeux de rôle en 10 mots, faut lui demander comme ça. Ça a commencé avec la première jam qu'il a fait, c'était 12 mots. Et en fait, chaque année, il rajoute 12 mots de plus. Et voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est l'inflation, là, c'est la banque. C'est ça, exactement. La hausse des mots. Ouais, exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler de tout ça et tout. C'était bien cool. Bah merci encore pour l'invitation. Désolé, on a un peu débordé, et j'espère que les nombreux problèmes techniques que j'ai causés s'entendront pas trop dans la version finale. Bah ce sera punk. Voilà, exactement. Je pense que ça va bien avec le thème de l'émission justement. Donc, yes. Et voilà, et écoute, de toute façon, nous on continuera, même quand tu n'es pas là, de relayer les sorties et tout, rien que pour le plaisir, des titres absolument incroyables que tu arrives à trouver.
Mais franchement, j'ai presque envie de... tu sais, en plus, maintenant, je me dis, attends, quel titre je vais mettre, parce que si Paul Gara doit le prononcer... Alors, les chaussettes de l'archiduchesse. C'est ça que je veux faire, ouais. C'est pour rigoler quand de ma prononciation, ouais, je comprends. Non, mais les titres de jeux sont toujours assez incroyables. Enfin, moi, je suis toujours estomaquée parce que je me dis, mais c'est tellement cool. Rien qu'avec le titre, ça suscite l'envie. Enfin, voilà, déjà une première approche. Enfin, parce que, en fait, dans beaucoup de jeux, quand on dit les illustrations, c'est la première chose que que tu ressens. Dans les jeux de rôle, quand c'est en PDF, enfin quand c'est des PDF, etc. Le premier truc que tu vois, c'est le titre, et c'est vrai que quand t'as un titre qui t'accroche, t'as une curiosité qui naît. Donc je pense que c'est super important d'avoir des titres aussi travaillés, aussi évocateurs, et en même temps toujours un peu mystérieux, parce que on a une idée, mais ça veut pas dire que notre idée sera juste. Donc ça, c'est... écoute, non, mais ça me fait bien plaisir, parce que moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que mes titres enfin, beaucoup de mes titres sont pas terribles, donc c'est bien que tu sois pas d'accord, mais tu vois, je me dis le gars, il fait un jeu de rôle qui se passe sur 2 étés différents, il appelle ça 2 étés. Il fait un jeu de rôle qui se passe dans le métro, il appelle ça pendant ce temps dans le métro, tu vois, enfin c'est pas ouf, quoi. Mais je fais des efforts, j'essaye. Non, c'est cool. Merci beaucoup encore, et puis on verra combien de jeux t'auras fait d'ici le mois prochain. On est prêt pour les 48. Là, normalement, tu vois, c'est une période de full lancement, donc normalement, c'est le moment où j'arrête de sortir des jeux. Et en fait, c'est ça, il faut que je fasse plus de full lancement pour sortir moins de jeux, quoi. C'est peut-être ça le secret. Il faut que tu fasses plus de jeux pour sortir moins de jeux. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait sens. Ça fait sens. Ça devient compliqué. Ok, cool. Bon, merci encore à vous. Et puis, on va remercier les auditeurs et auditrices. On mettra le lien, évidemment, pour le Zintopia. Ouais. J'ai bon cette fois-ci. Bravo. Yes. Pour évidemment y aller, et puis on mettra aussi le lien, parce qu'on peut se préinscrire pour l'autre jeu, celui que tu nous présentais là, une semaine avec Grenouille et Lapin. Ouais, tout à fait. On peut se préinscrire pour avoir l'information donc je mettrai aussi le lien dans le billet. Super. Écoute, c'était bien cool, et puis voilà, moi je ne peux que encourager les auditeurs et auditrices qui aiment le jeu de rôle, et aussi d'aller tenter ces jeux qu'on peut trouver sur Itch.io, et notamment les tiens, parce que c'est toujours des super expériences. Et puis en plus, voilà, c'est toujours je trouve que ça donne aussi une autre vision du jeu de rôle que la vision un peu qu'on a. Parce que là, en ce moment, moi, tout le monde me casse les pieds avec Stranger Things, que moi, je n'ai pas aimé comme série. Et alors là, tout le monde est excité sur Stranger Things, Donjons et Dragons, et j'ai envie de dire, il y a pas, et j'ai l'impression que c'est que ça, mais ce n'est pas que ça. Ouais, surtout que c'est vraiment le pire système, enfin, alors que, ouais. T'en as plein des jeux de rôle indés qui permettent de faire du Stranger Things, et pas que les miens. Non, mais parce que je sais plus, je suis tombé sur une autre chaîne une chaîne YouTube qui parlait de jeux de rôle, et la personne disait que moi j'ai commencé le jeu de rôle en regardant Stranger Things, j'ai découvert le jeu de rôle comme ça, donc je me dis c'est quand même, c'est quand même bien que ça fasse découvrir un peu le jeu de rôle. Oui. Moi, j'avais découvert le jeu de rôle avec E.T. Au début. Il joue aussi du jeu de rôle. Exact. Oui, il joue aussi du jeu de rôle dedans. Ouais, non, mais moi je dis ça parce que j'ai pas trop aimé Stranger Things. Alors, comme tout le monde me dit, est-ce que t'as regardé Stranger Things, t'as vu la fin de Stranger Things? Je dis, non, j'ai déjà vu que j'ai vu le début, ça m'a suffi. Alors, c'est au moment où je fais ma râleuse, quoi. Voilà. Une populaire opinion. Une populaire opinion, j'en ai plein. Écoutez, on se dit au revoir, bonne soirée, merci encore. Et merci aux auditeurs et auditrices. Et puis, à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.
Cette émission, enregistrée à distance le 7 janvier 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.